Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue ici pour cette deuxième édition des Trophées de l'artisanat de Côte d'Or dans cette magnifique salle de l'Écrin à Talent. Dans quelques minutes, vous allez découvrir les lauréates et les lauréats de cette deuxième édition donc des Trophées de l'artisanat de Côte d'Or. Mais tout de suite donc cette conférence avec Jean-Marc Sylvestre qui va nous rejoindre dans un instant. Je vous demande en attendant d'accueillir le partenaire de cette conférence, Gérald Grignier, et le directeur du développement de Groupama Côte d'Or. Et il est avec nous tout de suite. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Voilà, on vous donne un micro. Bonsoir. Voilà, le vôtre, il est vert. Bonsoir Serge, ça marche. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'être partenaire de cette conférence parce que Groupama, alors c'est la deuxième édition des Trophées de l'artisanat de Côte d'Or, mais déjà sur la première édition, vous étiez partenaire de cette introduction, ce lancement de cette soirée des Trophées de l'artisanat de Côte d'Or. Alors Groupama, c'est toujours associé au bien public par rapport aux différents trophées, et notamment le trophée de l'artisanat qui avait été lancé sous l'impulsion à l'époque de Régis Penso. Donc on était fiers d'y participer parce que l'artisanat et Groupama, c'est une histoire qui, on va dire, qui se développe et qui a, on va dire, des racines communes, la proximité. Oui, vous êtes un peu partout, vous aussi, hein, comme les artisans, les 12 000 artisans en Côte d'Or sont un peu partout. Groupama, vous êtes un peu partout sur le territoire. Ben, on va dire un slogan qui est en tête, l'artisanat, première entreprise de France. Je débattais à l'instant de savoir si c'était la première entreprise de Côte d'Or. Peut-être, on me dit 32 000, c'est plutôt pas mal. On est, nous, la première mutuelle d'assurance, on va dire, en Côte d'Or aussi en termes d'employés. On a cette proximité, cet ancrage local. Groupama, c'est 20 agences, c'est tout un réseau dédié au monde des artisans et des commerçants. Donc oui, on a cette histoire commune. Et puis avec les partenariats, avec les chambres de métiers, avec les confédérations professionnelles. Alors, Groupama a choisi d'avoir quelques partenariats avec lesquels on a des liens forts, effectivement. La Chambre des métiers, on a, je pense à la CAPEB, j'ai vu Monsieur Nonc que je salue, et puis plein d'autres, mais on s'approche de l'UMIH, on est avec des fleuristes, avec différentes corporations avec lesquelles on a pour nous des intérêts et des avantages communs. Alors, comment faire pour aller de l'avant, pour s'en sortir pour certains, parce que c'est vrai que c'est difficile pour certains en ce moment. La transmission, ça en fait partie. Est-ce que c'est le bon moment de la transmission? Quelles sont les clés du succès? Comment ça se prépare, comment ça s'anticipe et tout ça. On va discuter de tout cela dans un instant avec Jean-Marc Sylvestre. Je sais que Jean-Marc Sylvestre vous accompagne régulièrement sur vos événements. Il était avec Groupama à Metz aussi pour on va dire une manifestation importante sur laquelle on a souhaité qu'il intervienne. Donc on est fiers de l'accueillir ce soir et il sera là-dessus sur un sujet d'actualité qui concerne les artisans. Je voulais juste citer un proverbe mexicain qui je trouve est adapté à la citation en attendant que Jean-Marc arrive. Mais juste dire, voilà, ce proverbe mexicain qui est d'actualité, c'est il voulait nous enterrer, mais il ne savait pas que nous étions des graines. Je vous laisse réfléchir en lien avec l'introduction. Et accueillir Monsieur Jean-Marc Sylvestre, s'il vous plaît. Lui, il est équipé de son casque. Je veux juste donc le présenter très rapidement. Journaliste, éditorialiste, vous l'avez vu, suivi sur TF1, LCI, il a fait des passages sur Canal+, il a fait des passages sur BFM, il est également sur Bismart en ce moment, il est sur RT France. Il sort, bien sûr, il édite des livres, il a sorti un dernier opus en 2021. Si mes renseignements sont bons, Tout n'est pas foutu. Vaste programme, peut-être qu'il pourra rebondir sur ce livre dans sa soirée. Tout n'est pas foutu. Je vous demande d'accueillir Jean-Marc Sylvestre. Oui, on peut l'accueillir à nouveau. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis toujours très étonné parce que j'ai rencontré quelqu'un tout à l'heure en arrivant qui m'a dit « Oh là là, vous passez des soirs et des soirs à TF1 très tardivement, vous nous appreniez l'économie. » Comme ça passait très tardivement, mon fils m'a d'ailleurs rappelé qu'à l'heure où ça passait, il ne fait pas trop d'illusions, mais les étudiants regardaient, mais ils avaient pris tellement de bière dans le nez que je ne suis pas sûr qu'ils aient parfaitement compris tout ce que tu pouvais leur raconter. Mais enfin, ils s'en souviennent un petit peu, donc merci, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir cité le livre « Tout n'est pas foutu », c'est vrai, mais enfin bon, c'était par allusion à un problème de santé que j'avais eu et que je ne souhaite à personne, mais duquel on s'en sort. Et j'ai fait le parallèle avec les chefs d'entreprise parce que je trouve, depuis que je fais de l'économie en fait, mais
y compris dans ma famille, j'ai toujours une admiration assez forte pour les chefs d'entreprise, parce que finalement, ce sont les seuls acteurs qui, dans l'économie française, j'espère qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires dans ça, mais ce sont les seuls acteurs qui créent de la valeur, qui payent les impôts aussi, puis il y en a d'autres qui les dépensent. Donc, il faut de la valeur et ce n'est pas de l'argent magique. Hein, c'est du vrai argent fait avec la sueur, avec son intelligence, avec ses capacités. Donc, c'est vrai que je suis là, contente d'être parmi vous, comme je l'étais avec les agriculteurs il n'y a pas très longtemps, et que je vais beaucoup de voir les chefs d'entreprise de cette façon, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite, parce que si le pays, par exemple, a tenu pendant la crise de pandémie depuis 2020, depuis mars 2020, bah, c'est bien parce qu'il y avait des chefs d'entreprise qui étaient là. Hein, c'est eux qui ont assuré l'approvisionnement de la France, la logistique, qui a fait que finalement nous ne nous sommes pas écroulés. J'ai jamais pensé que cette crise serait catastrophique ou nous apporterait, comme nous vendaient tout ça les marchands de malheur à la télévision. Dieu sait si j'en ai entendu en passant sur les plateaux, mais j'ai toujours pensé qu'on allait s'en sortir et qu'on avait une capacité de résilience formidable. Pour une autre raison d'ailleurs qui est très technique, c'est que quand j'entendais mes confrères comparer la crise qui s'annonçait, qui serait au niveau économique, au niveau des faillites, au niveau de tout ça, absolument ingérable. Je me souvenais de ce que disait mon père au lendemain de la guerre, il a fallu tout reconstruire. Il y a eu effectivement des grosses destructions d'actifs. Au lendemain de la guerre 14-18, ça a été pareil. Au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009, il y a eu des destructions aussi. Il a fallu reconstruire, et notamment reconstruire tout le système financier. Avec cette crise-là, il n'y a pas eu à reconstruire tout. Il n'y a pas eu à reconstruire parce qu'il n'y a pas eu de destruction d'actifs. On n'a pas perdu les équipements collectifs, on n'a pas perdu les camions, on n'a pas perdu les avions. Tout s'est arrêté. Ouais, tout s'est arrêté. Alors bien sûr, les gens se sont arrêtés de travailler. Il y a eu comme une chape qui s'est mise, comme une couverture qui nous a un peu protégés. Mais dès que le virus a reculé, dès que le facteur confiance est revenu, parce qu'on ne travaillait pas parce qu'on avait peur, quoi, et puis on ne travaillait pas parce qu'on nous faisait peur. On nous a quand même fait pas mal peur. Hein. On est en train de recommencer, là, vous avez vu, on est en train d'essayer. Hein. On a inventé un nouveau variant, là. Ils sont allés le chercher en Afrique du Sud, celui-là. Bon, je pense quand même qu'on va résister à ça. Et on a appris avec tout ça, je plaisante un peu parce qu'il vaut mieux en plaisanter parfois, on a appris avec tout ça qu'il y avait des capacités de résilience formidables. Et ces capacités de résilience, elles ont été essentiellement dans le secteur de l'entreprise. Ce sont les entreprises qui ont eu les premiers l'idée de, si on n'avait pas de masques dans les hôpitaux ou ailleurs, d'en fabriquer. Bon, ils n'avaient d'ailleurs pas forcément le droit de les mettre en vente parce que l'administration avait sorti un certain nombre de règlements un peu compliqués qui normaient tout ça. L'administration produit beaucoup de normes, ne produit pas beaucoup de valeurs, mais produit beaucoup de normes dans tous les domaines. Donc, c'est une partie de son activité. Et donc, il n'y avait pas de masques. Bon, oui. Bon, on a trouvé des masques, on est allé les chercher. Des entreprises privées sont allées les chercher, parce qu'ils savaient où il y en avait. Les sourceurs du groupe Carrefour, notamment en Chine, le savaient. Mais on a aussi, plus tard, étudié, fait les vaccins. Les entreprises privées, des petits laboratoires de recherche qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de travailler dans l'Hexagone, qui sont travaillés ailleurs, ont mis au point ces vaccins. Et la vaccination, finalement, a fait en sorte de faire reculer le virus. Mais parallèlement à tout ça, le tissu économique a continué de vivre. Ce qui fait que quand le Covid pas disparu, mais a reculé, ou du moins quand on a été à peu près convaincu qu'on pouvait s'en protéger, eh bien, on a pu refaire partir les avions, on a pu refaire partir les camions. Donc, le taux de croissance, là, depuis 6 mois, a été formidable. Tous les indicateurs sont au vert. L'indicateurs d'investissement, l'indicateur de chômage, l'indicateur d'emploi, l'indicateur d'emploi, même les emplois CDI, on a battu des records sur les emplois CDI. On disait toujours que ce pays était un pays où il y avait des CDD, mais ce n'est pas vrai. Maintenant, la pression est telle qu'on a 85% des salariés qui sont des salariés en CDI. C'est d'ailleurs une découverte de l'INSEE la semaine dernière, que certains hommes politiques ne veulent pas croire, mais c'est vraiment la vérité. Alors,
donc les indicateurs sont bons, et c'est reparti. Alors pourquoi c'est reparti comme ça? C'est reparti parce que vous avez un tissu, un tissu économique qui s'est bougé, qui a très rapidement pris la mesure des difficultés et qui a fait preuve d'une très grande adaptation finalement au changement, y compris d'adaptation au changement plus long terme, adaptation à la digitalisation, adaptation à la mutation écologique, énergétique, à la relation qu'il peut y avoir nouvelle avec les clients. Et je pense que les artisans, comme les agriculteurs et comme la plupart des entreprises de proximité, eh bien, elles ont joué un rôle primordial et dont il faudra reconnaître l'importance. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous, la première entreprise de France, vous avez raison, c'est toujours ce qu'on dit. Enfin, on dit ça aussi parfois des agriculteurs, mais c'est de moins en moins vrai parce que les agriculteurs sont beaucoup moins nombreux que vous. Vous êtes 1 700 000 entreprises. Je regardais ça, 300 milliards de chiffre d'affaires. Ça représente, voyez, compte tenu des actifs dont vous citiez le nombre tout à l'heure, il y a à peu près 3 millions d'actifs dans votre secteur, ça doit faire à peu près ça doit faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par actif travaillant dans l'artisanat. Alors, 100 000 euros, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires avec les profits. Hein, donc, 100 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais une fois que vous avez amorti les investissements, parce qu'il y a quand même des investissements dans l'artisanat, enfin du moins dans certains secteurs, il y a beaucoup de matières grises, mais il y a beaucoup d'investissements. Puis une fois que vous avez payé les impôts, les cotisations sociales, voilà. Bon. Donc il ne reste pas totalement exactement 100 000 euros. Mais la crise du Covid, si vous voulez, n'a pas abîmé finalement les actifs, le secteur, et ça a au contraire sans doute accéléré la mutation dont je parlais tout à l'heure. La digitalisation a fait de formidables progrès dans tous les secteurs. La prise de conscience de la proximité, la prise de conscience de l'économie verte, tout ça a quand même été très très vite, et ça a été fait au sein même des entreprises. Donc je crois beaucoup à ça. Alors, elle va avoir un autre impact, et ça va nous ramener à votre sujet, parce que je vois les organisateurs, ils se disent, mais quand est-ce qu'il va parler de la transmission? C'est que ça va accélérer aussi le problème de la transmission. Ça va sans doute accélérer le problème de la transmission parce qu'il y a un certain nombre d'artisans qui vont se dire, bon ben, ça commence à être compliqué, c'est plus compliqué, il va peut-être falloir qu'on passe la main. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais c'est peut-être pas forcément le moment de passer la main parce que la conjoncture n'est pas forcément bonne. On va essayer d'adapter notre entreprise à faire en sorte que ça passe mieux. Donc il faut évidemment anticiper sur la question de la transmission. Mais avant de rentrer dans le détail de tout ça, je voudrais pas me livrer à un petit jeu, mais je voudrais faire un sondage, si c'est possible, dans la salle, parce qu'il y a principalement des artisans ici. Franchement, s'ils ne sont pas là, et il faut qu'ils viennent très rapidement. Alors, je voudrais... Est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît, qu'on se voit un peu, parce que moi, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. On peut allumer un petit peu la salle, parce que je voudrais questionner les gens de la salle. Voilà, très bien. Voilà. Bon, là, on vous voit, et puis vous allez comme ça, vous allez vous voir. Moi, je voudrais simplement vous poser 3 ou 4 questions. Hein. Ça va nous permettre de savoir où on va, et ça va être beaucoup plus sympa. Je voudrais savoir qui, dans le monde artisanal de la région, là, qui vous êtes représentatif finalement, qui est-ce qui a créé son entreprise lui-même? Ah, vous levez la main. Alors, genre, pas tant que ça. Hein. Ouais. On va dire 15-20%. D'accord? Voilà. Vous voyez tout cela? Bon. Et quels sont ceux qui ont repris une entreprise familiale? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il n'y en a pas beaucoup. Alors, de 2 choses l'une. Ou ils sont restés chez eux, parce qu'ils ont du boulot, ou alors il n'y en a pas. Bon. Alors, quels sont ceux qui ont envie, dans les 5 ans qui viennent, de passer la main? Ah, il y en a plus. Ah, et alors là, c'est très drôle, parce que je vois un couple, vous ne le voyez pas, c'est elle qui a levé la main de lui. Là, on aborde une question qui est vachement importante, parce que ça touche un vrai problème, qui est autrement plus compliqué à résoudre. Je dis ça pour nos amis de fiducial, que les problèmes comptables. Hein. Et puis, quels sont ceux alors qui ont pensé ou qui espèrent que leurs enfants reprendront la boîte?
Où ils sont alors? Ou alors, de deux choses une, ou vous ne faites pas d'enfants, vous êtes trop occupés, pourtant il y a eu le confinement, tout ça, bon. Ou alors, ils sont partis. Bon, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot quand même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit quand même représentatif de la solution. Je vous dis que ça va être important d'y penser, à cause de l'histoire, à cause de l'âge, à cause de la situation, mais à cause aussi de la pandémie. Parce que la pandémie bouscule beaucoup de choses, a bousculé beaucoup de choses. Vous devriez notamment prendre compte du changement qui est en train de s'opérer. Et je suis certain que la majorité d'entre vous l'ont fait. Alors, la première chose, c'est vrai, il faut anticiper tout ça. Il faut anticiper tout ça, il faut le préparer. Parce que si vous ne le préparez pas, ça risque de se produire, mais beaucoup plus brutalement que vous l'aviez pensé. Ou alors, ça risque de perdre de la valeur. Donc, si ça s'anticipe longtemps à l'avance. 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans, peut-être que vous y pensez déjà depuis très très longtemps. Et dans l'anticipation, la première chose à faire, je reviens à votre question, c'est d'essayer de savoir exactement ce que vous avez envie de faire quand vous aurez arrêté de travailler. Hein, parce que le travail, ça occupe quand même beaucoup. Alors quand je dis à madame qui vient de pousser son mari à lever la main pour dire il faut s'arrêter, vous savez que vous allez l'avoir sur le dos toute la journée, hein, une fois qu'il aura fini. Et ça, c'est fragile, c'est dangereux pour le couple. Hein, c'est dangereux. Bon, enfin, c'est votre problème. Mais j'ai vécu ça, dans ma famille, j'ai vécu ce genre de choses comme ça. Non, faut anticiper, savoir ce qu'on veut faire, et surtout essayer de savoir à qui on va le transmettre. Réfléchir, regarder autour de soi. À qui on va le transmettre, ça peut être un des salariés, parce que je suis sûr qu'il y a sans doute un certain nombre de salariés qui ont peut-être envie de le faire. Il n'a pas forcément la même définition de l'entreprise que vous, mais ça va faire partie aussi de votre réflexion. C'est-à-dire que le type qui reprendra l'entreprise, ne partez pas avec l'idée qu'il va faire un papier-collé de ce que vous faisiez, parce que ça ne marchera pas. Il va falloir qu'il invente aussi quelque chose d'autre, pas plus moderne, mais plus dynamique et plus adapté à l'ère du temps. Peut-être qu'il faut regarder dans le cercle familial aussi, si ça intéresse un des enfants. Et puis si ça intéresse un des enfants, il faut aussi réfléchir à la façon dont vous allez vous partager le fonds de commerce ou l'entreprise avec les autres enfants. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que dans une famille d'hériter d'une entreprise et qu'on ait 2 ou 3 enfants, que ce soit 2 ou 3 enfants qui en héritent. Parce que l'entreprise, il y a toujours un chef, un patron. C'est-à-dire l'avantage de l'entreprise sur la vie politique. La vie politique, on est toujours obligé de demander l'avis de tout le monde. Et comme personne n'est d'accord, c'est un peu confus. On le voit actuellement. C'est quand les primaires déjà? Donc, il faut régler ça. Hein, donc, et ça aussi, ça se prépare. Ça se prépare dès les études. Où vous envoyez vos enfants dans une filière études qui leur permettra éventuellement, non pas d'acquérir des connaissances et une expertise, mais d'acquérir cette culture de l'entreprise. Moyennant quoi, pour avoir l'idée de donner un coup de neuf et de rebondir sur l'entreprise. Ou alors, il fera d'ailleurs tout à fait autre chose. Mais il faut le dire. Bon, et puis alors après, vous avez... Mais je pense que ça, c'est la partie la plus importante. Ça, à la limite, vous pouvez vous faire aider. Mais je ne vois pas de spécialiste qui peut vous aider là-dedans. À part un conseiller familial ou un psychanalyste, ou un psy, un astrologue. C'est vraiment votre affaire. C'est votre problème. Il faut regarder ça dans la glace. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se réveillent le matin et qui pensent à être président tous les matins en se regardant dans la glace. Il faut que vous pensiez tous les matins en vous regardant dans la glace.
que ça ne durera pas et qu'il faut que vous trouviez un moyen pour transmettre. Alors derrière tout ça, il y a la technique, il y a la comptabilité, il y a le diagnostic, il y a de formidables experts chez Groupama, chez Fiducial, je cite eux parce qu'ils sont sponsors de la cérémonie. Donc. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons, bien sûr. Bon, et puis il faut décider de la session. Après, vous ferez vos petits calculs, savoir si le départ en retraite, c'est jamais autant que ce qu'on pensait. Hein, mais enfin, parfois, ça peut être suffisant, d'autant qu'il y a un centre de commerce. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais maintenant attirer votre attention, c'est que l'entreprise que vous allez vendre n'est pas celle qui va exister après, ou que vous allez céder. C'est-à-dire que ça va changer. Ça va changer parce qu'il n'y a pas seulement cette pandémie, mais parce qu'il y a une évolution qui est absolument gigantesque, qui est en train d'ébranler à peu près tous les équilibres, qui est en train de se produire dans les systèmes économiques. Pandémie ou pas, je vais aller essayer de faire assez vite puisqu'il ne me reste que 15 minutes. Pandémie ou pas, nous sommes d'ores et déjà passés d'un système, d'un logiciel à l'autre. Je m'explique. On a vécu jusqu'à l'an 2000 dans un logiciel économique, tous les chefs d'entreprise, qui était dominé par ce qu'on appelle en technique, et là je reprends ma casquette de prof, la logique de la demande. Avec cette idée que jusqu'à l'an 2000, jusqu'à dans les années 1990, l'an 2000, tout le XXe siècle, logique de la demande, avec cette idée que c'est la demande du consommateur qui crée la valeur. Je travaille parce que je veux répondre à la demande de mon consommateur. Et mon père, qui était dans le bâtiment, me disait toujours, mais moi, mon métier, c'était très facile. En fait, je l'ai vécu dans une période bénie. Parce que dans les années 50, 60, 70, il me dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il suffit d'attendre le client, il venait. Il fallait tout reconstruire. Il y avait une demande effective qui était quasi solvable et qui se présentait. Georges Pompidou, qui a été président de la République après le général de Gaulle, je dis ça pour ceux qui sont mauvais en histoire, mais parce que l'histoire est passionnante, mais il disait toujours les Français veulent des bagnoles, qu'on leur donne des bagnoles. Ils veulent des logements, qu'on leur donne des logements. Ils veulent des autoroutes et des routes, ils font des autoroutes. Alors, ça a été le moteur de tout ça. La grosse difficulté, la principale difficulté, ça a été de financer la demande. Il fallait la solvabiliser. Il fallait encore que les gens puissent avoir de l'argent pour pouvoir satisfaire cette demande. Eh bien, on a inventé des trucs formidables, le crédit, consommation, l'inflation, qui permettaient de baisser le coût du crédit. Et on a marché comme ça, avec des taux de croissance qui ont fait les 30 Glorieuses pendant à peu près 30 ans, un peu plus d'ailleurs. Et donc, on a vécu sur des grandes innovations du siècle précédent d'ailleurs, c'est-à-dire le moteur à explosion pour la mobilité, et puis l'électricité, qui est née au début du siècle. Et cette demande-là, eh bien, elle a permis de créer des pays développés qui sont les nôtres, les États-Unis, pays occidentaux, etc., etc. Ce modèle-là est un modèle qui a été conceptualisé par des économistes comme Keynes, ceux qui ont fait que les écoles de commerce, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui font des écoles de commerce maintenant. On commence à parler de Keynes un peu. C'est des gens qui analysaient ce phénomène de la demande, des études de marché. On essaie de voir qui peut acheter tel produit, est-ce qu'ils sont solvables, etc. Et Keynes, c'était un économiste britannique, un peu dandy, très connu dans le monde entier, plus par ses actions de people et de dandy et son amour des petits rats de l'opéra que par ses études économiques, mais il était quand même très connu. Et c'est lui qui avait dirigé la Banque mondiale, qui avait créé le premier Fonds monétaire international, le FMI. Il y a toujours eu des types bizarres à la tête du FMI, d'ailleurs. Je sais pas si... Enfin, je ne parle pas de Strauss-Kahn. Bon, mais donc, ça fonctionnait. Et jusqu'à un moment où, finalement, la demande existante a été saturée quelque part. On peut toujours acheter 2 voitures.
Bah oui, parce que comme on est un couple, il faut une voiture. Hein, mais acheter 3 voitures, c'est très difficile de conduire 3 voitures à la fois, quoi. Donc au bout d'un moment, il y a des embouteillages, il y a des frais, il y a tout ça, etc. Bon, les maisons, les équipements de la maison. Moi, les artisans en bâtiment ont passé leur vie à vendre des cuisines, à vendre des salles de bain, etc. Bon, il y en a encore à équiper, il y a encore de la restauration à faire, il y a encore notamment de l'isolation à faire. C'est gigantesque les gisements de projets. Mais ce n'est pas évident, ça. C'est moins évident que le fait d'acheter du Moulinex, hein, qui libère la femme au passage, pour qu'elle aille travailler de façon à pouvoir ramener de l'argent dans les maisons et acheter d'autres produits, et des pavillons, des appartements, etc. Cette demande-là, elle s'est saturée, elle a ralenti. À partir de la fin du XXe siècle, on a des taux de croissance qui sont à partir, enfin, en gros, je vais vous dater exactement là, c'est 1973, la première guerre du pétrole. Ça a été le premier signal du changement de paradigme. À partir du moment où on s'est mis à payer le pétrole au prix juste, eh bien, on s'est aperçu que la demande devenait beaucoup plus difficile à satisfaire. Et donc, on en a pris vraiment conscience au passage de l'an 2000. Et on a remplacé, et on s'est aperçu, parce que les chefs d'entreprise ne sont pas restés les deux mains dans leur poche en se disant, bon, si la demande n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas partir en vacances, on ne va pas mettre au chômage les gens, il faut qu'on travaille. Et un chef d'entreprise, sa première qualité, c'est d'avoir de l'imagination, souvent de l'intelligence, pour mettre en scène son imagination, et puis de faire de l'innovation. Eh bien, les chefs d'entreprise ont inventé, j'allais dire de façon très pragmatique, une autre logique, qui est la logique d'offre. En se disant, ce n'est pas la demande qui crée la valeur, puisque cette demande est saturée, on mange assez, bon, il y a des demandes sociales, d'assistance, etc. Ok, mais ce n'est pas ce qui va permettre d'avoir un taux de croissance qui permettra d'occuper la planète, c'est l'offre. C'est l'offre, et l'offre, c'est quoi? Alors l'offre, j'ai écrit une définition de l'offre, parce que ça me passionne, mais je l'ai écrit sur un papier, mais je ne l'ai pas prise. Ah si, l'offre, oui, de produits ou de services, vous pouvez noter, hein, si vous voulez, c'est finalement d'offrir à des clients qui n'ont jamais eu l'idée d'avoir le produit ou le service en question, parce qu'ils n'en avaient pas besoin, mais que dès qu'ils l'ont eu, se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus s'en passer. Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que quand vous réussissez à vous brancher sur un produit et sur un service dont on n'avait pas envie ou dont on n'avait pas pensé, mais qui finalement se révèle indispensable, eh ben, vous faites un tabac. Vous faites un tabac, et les grandes réussites depuis le XXe siècle, depuis le début du XXe siècle, ou depuis la fin du XXe siècle, ce sont des gens qui sont dans ce domaine-là. Je me souviens, quand vous parliez de TF1 là, tout à l'heure, quand je suis arrivé dans le groupe TF1 il y a déjà 30 ans, presque, non, 27 ans, 26 ans. Martin Bouygues m'appelle, et il me dit, puisque vous êtes économiste, j'avais vu, parce qu'il m'avait vu à la fac avant, il m'a dit, on est en train de lancer un téléphone portable. Je dis, très bien. Mais il me dit, c'est un téléphone, on va être opérateur, ça coûte très cher, énorme investissement. On a fait des groupes de consommateurs représentatifs de la population française. Et on va les interroger, on les interroge pour savoir s'ils vont acheter le produit. Est-ce que vous pouvez aller, avec vos petits yeux et vos grandes oreilles, écouter ce que font ces gens-là et ce qu'ils disent? Parce que moi, je veux savoir si le fait de lancer ce produit-là sera rentable ou ne sera pas rentable. Alors je suis allé, j'ai eu cette chance d'aller dans des groupes où il y avait dans des salles de dizaines de personnes, c'était des événements qu'on devait payer, ça devait coûter cher, il y avait des groupes marketing qui s'occupaient de tout ça, exactement des groupes de consommateurs, exactement selon la méthode qu'on apprend à HEC. Donc vous interrogez la population représentative et vous leur demandez, est-ce que vous êtes prêts, moyennant une dépense de, on va dire, entre 30 et 40 euros par mois, de vous prendre un abonnement à un téléphone qui vous permettra de téléphoner en mobilité, exactement comme vous faites chez vous avec le téléphone fixe. On ne sortait pas du 22 annière, mais on n'en était quand même pas loin. On avait déjà beaucoup utilisé le téléphone fixe. Eh bien, le résultat de ces enquêtes révélait que la capacité, le potentiel de marché sur la France ne dépassait pas 2,5 millions.
2,5 millions d'abonnés. Si on ajoutait ce que faisait Orange de son côté, qui ne s'appelait pas Orange à l'époque, mais France Télécom, et SFR, qui essayait également de lancer une opération mobile. 2,5 millions, c'était, écoutez bien, le nombre d'abonnés au Radiocom 2000. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent du Radiocom 2000? C'est pas une valise, là. Allô, Radiocom 2000, ne bougez pas. Voilà. C'était très chic parce que des gens le baladaient dans sa voiture. À l'époque, on pouvait tenir son téléphone portable sans risquer de perdre 3 points sur le permis. C'était formidable. Puis ça faisait chic, ça faisait sérieux. On ne savait pas quoi dire au téléphone, mais enfin bon. Alors les ministres, vraiment, c'était le signe extérieur du ministre. Le ministre, il fallait qu'il ait une R25 et un téléphone portable. Et quelques chefs d'entreprise, mais il y a moins de chefs d'entreprise parce que comme c'est eux qui comptent les sous, bon. Mais tous les médecins, les camionneurs, etc. Donc, logiquement, n'importe quel chef d'entreprise aurait pu, on peut baisser la lumière d'ailleurs si vous voulez, on n'aurait pas dû, si vous voulez, lancer le téléphone portable. Parce que les gens, quand on les interrogeait, eh bien, ils disaient, mais pourquoi voulez-vous que je prenne un téléphone portable? Ça ne sert à rien. Enfin, j'ai tout ça chez moi, tout va bien. Bon, enfin bref, vous avez 2 ou 3 industriels dans le monde, dont les Français ont été les premiers, je vous signale. Il y a eu un industriel en Corée du Sud, et il y a eu un type qui a essayé de le faire à Milan, mais ceux qui ont essayé en France, c'est les gens de France Télécom et chez Bouygues. Eh bien, ça a marché du feu de Dieu, très rapidement. Très rapidement, on a acheté cette petite bête-là en se disant, au départ, c'est de la rigolade, ça ne sert à rien. Et en se disant, et ça a été un succès colossal. Et on en parle encore, et c'est devenu, alors qu'on n'en voulait pas il y a 25 ans, c'est devenu en moins de 20 ans, d'abord un instrument qui nous est complètement attaché. Vous savez l'état de panique dans lequel vous êtes quand vous l'avez égaré. Hein. Oh, si vous l'égarez sans avoir mis la sonnerie en plus, vous ne pouvez même pas faire appeler par quelqu'un d'autre pour savoir où il est. Non, enfin, là je vois, il y a des gens qui rient, ils sont passés par là. Moi j'ai 2 téléphones portables. Donc, impossible de s'en séparer. C'est devenu le couteau suisse, l'annexe du e-commerce, enfin, l'accessoire indispensable pour développer le commerce digital, etc. Je vous passe très vite là-dessus. La vraie question, c'est pourquoi on s'est planté quand on a fait les études de marché? Pourquoi, quand on a fait les études de marché et qu'on s'est demandé est-ce que ça va marcher, on nous a dit non, on les a crus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que finalement, on a quand même, grâce à la puissance d'un certain nombre de chefs d'entreprise, de gens qui avaient un peu d'estomac puis un peu de sous aussi, on a lancé le truc et on s'est dit, bon, on verra bien. Et ce qu'on a vu, c'est que les gens ont acheté, vous, moi, on a acheté le produit pour faire autre chose que ce pourquoi on nous l'avait vendu. Parce qu'on nous l'a vendu en disant, bah, c'est pratique parce que vous allez envoyer de l'information utile, exactement comme à la maison. Tu parles, quand vous avez votre ado à 14 ans qui vous demande un iPhone 10, bah, parce que l'iPhone 9, c'est ringard, et que c'est pas utile, quoi, franchement, honnêtement. Ah, bon, c'est même pas 10 maintenant, oui, vous avez raison, hein, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, je ne parle pas d'euros, hein, je parle d'une... Bon, eh bien, on a utilisé quelque chose et on a inventé l'utilisation du téléphone. Parce qu'au début, souvenez-vous, quand on téléphone, on dit utile. Bon, quand on sort du bureau ou de l'atelier, dans la voiture et on appelle chez soi, sa femme, chérie, je rentre, c'est quand même pas une information capitale. C'est pas capital. En revanche, si jamais vous téléphoniez pour dire, écoute, ce soir, j'ai bien réfléchi, je ne rentre pas, là, d'abord, vous ne le ferez pas. Et si vous le faites, vous avez quand même intérêt à trouver un tunnel pour couper la communication, parce que j'espère qu'à Dijon, il y a des tunnels. Ça permet de mentir, parce que ça permet de mentir un téléphone portable. Mais ça permet d'envoyer de l'affection, de l'amour, de la surveillance, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est ça. C'est ça le prototype même de l'innovation
révolutionnaires qui finalement révélent chez tous les individus quelque chose d'important et qui font que derrière tout ça, il y a une industrie colossale qui se développe avec plein d'innovations derrière, des petites innovations. Eh bien ça ne peut naître que dans la tête d'un chef d'entreprise et d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il réfléchit à son produit, il réfléchit à son service, il essaie de faire quelque chose qui lui plaît et qu'il sait faire et qui va correspondre ou qu'il va y avoir un rendez-vous, un mariage avec le client. Eh bien, la capacité du chef d'entreprise, mais qu'il soit gros ou généralement petit, et ça démarre chez les petits. Vous avez vu le nombre d'entreprises, notamment dans le digital, qui ont démarré dans un garage. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais bon, d'autres, ils disent non, ce n'était pas vrai, c'est une chambre de bonne. Non, mais ce n'est pas vrai, c'était un appartement. Non, mais c'est vrai qu'au départ, ça démarre avec peu de choses. Ça démarre avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de neurones. Eh bien ça, c'est important. Donc, il faut tenir compte de ce changement-là et se mettre dans cette situation-là en disant qu'est-ce que je peux faire quelque chose de nouveau, rationnel, responsable, qui puisse booster mon entreprise. Est-ce que je peux le faire moi, qui ai déjà vécu 15 ans dans une entreprise de modèle ancien? Est-ce que je peux le faire dans une nouvelle modèle? Je pense que c'est possible, l'adaptation est possible, parce que le nombre de chefs d'entreprise qui se sont adaptés au digital au moment de la pandémie prouve bien qu'il y a une capacité à le faire considérable. Mais c'est ça, parce que savoir innover, tout en sachant que le client a changé du tout au tout. Tous les chefs d'entreprise le savent, tous les artisans le savent. Le client, il sait tout. Hein. Avant, il ne savait pas. Il fallait que vous lui appreniez ce qu'il fallait mettre, quelle salle de bain il fallait mettre, quel carrelage, etc. Maintenant, il sait tout. Il a tout appris dans l'Internet. Vraiment tout. Et donc, il vous dit, ne me dites pas, je sais, monsieur, ce que je veux. J'ai regardé ça. Je vais d'ailleurs aller voir à point P. Et puis, je vous dirai qu'il faut aller... Voilà. Ça y est, j'entends. Il est là. Je ne savais pas. Pardon. Je suis désolé. Je vous ai fâché. Ah ouais. Bon. Très bien. Non, mais bon, on peut aller chez le roi Merlin. Je vais arrêter très vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, en tant qu'on est artisan ou prestataire, et ça c'est l'obsession, reprendre le pouvoir sur le client. Parce que le client, les concessionnaires automobiles sont formidables. Ils savent très bien quand un client arrive dans la concession, il n'achètera pas la voiture. Hein. Il vient simplement montrer à sa femme la couleur de la voiture qu'il a choisie et qu'il va acheter par Internet. C'est pareil chez Darty ou chez les autres. Donc ils savent tout ça. Et moi, je me mets dans la peau d'un artisan qui restaure une maison ou qui fabrique, qui est dans le logiciel, dans le bâtiment. C'est effrayant, quoi. Effrayant. C'est compliqué. J'ai eu ce problème, après je terminerai là-dessus. J'ai eu ce problème, il faut vraiment cogiter. Ma femme est médecin et un jour elle m'a dit, je suis dégoûté de ce métier. Ils viennent tous, ils ont regardé sur Internet, ils savent ce qu'ils ont. J'ai plus rien à dire. La seule chose que je dis, c'est une plaisanterie en me disant, vous avez sans doute raison, je vais regarder sur Google, peut-être que... Et je dis ça en plaisantant. Je dis d'autant plus qu'elle n'aime pas du tout que je raconte cette histoire, mais elle est spécialiste en France du mélanome. Si vous avez un souci sur le mélanome, je dis en passant, c'est un grain de beauté qui est très et qu'on ne voit pas forcément. Hein. Il faut vraiment l'examiner de près et qui vous embarque très rapidement de l'autre côté du rideau. Donc, elle est très responsable de tout ça. Et quand elle voit un patient arriver, elle dit comment faire? Il sait tout, il a apporté l'ordonnance. Ça se termine, vous voulez sans doute un arrêt de travail. Parce que c'est ça, en fait, aussi. Oui, parce que la plupart du temps, ils sont fatigués, et puis bon, ils veulent 10 jours, quoi. Comme tout le monde. Quel pays? Enfin, les artisans, ils ne peuvent pas faire ça. Hein. Franchement, non, je n'ai pas dit ça pour être applaudi. Hein. Parce qu'il faut que j'accélère. J'ai déjà dépassé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut récupérer. Alors, avec ma femme, on avait fait j'avais convoqué un groupe d'innovation, de brainstorming, en disant récupérer le client, il faut récupérer l'autorité. Hein, mais c'est bon pour le fabricant de piscine. Il faut qu'il récupère l'autorité sur le mec à qui il va vendre une piscine. Alors il a passé son hiver à regarder Internet sur le moteur qu'il voulait, le système, etc. Enfin, il est fou, quoi. Avec ses enfants qui en plus donnent leur avis. Enfin, comme si vous avez vu des enfants qui nettoyaient la piscine, une saison, pas plus. Hein, bon, c'est tout. Non.
Alors, on cogite, brainstorming avec des copains médecins et puis des copains journalistes. Et on est arrivé à la situation suivante. On lui a dit, écoute, c'est très simple. Tu vas écouter ton patient, mais ton obsession, c'est quand même de l'examiner. Et au bout d'un moment, tu vas lui dire, écoutez, c'est très bien, monsieur, c'est très très bien, mais il faut que je vous examine. Non, non, c'est pas la peine. Il faut que je vous examine. Non, écoutez, je vais me laver les mains, mettez-vous sur le lit d'examen et puis je regarde ça. Et vous partez, et vous le laissez tout seul. Et au bout d'un moment, il obéit, quoi. Et quand vous revenez, il est enfin sur le lit d'examen. Eh bien, un patient sur un lit d'examen à poil, c'est beaucoup moins flambant qu'arriver avec Google sous le bras. Donc là, vous reprenez le pouvoir, et à ce moment-là, vous reprenez. Alors, c'est une méthode qui est utilisable chez les médecins. Je l'ai expliqué dans une assemblée générale de concessionnaires automobiles Peugeot. Ils m'ont quand même dit que c'était quand même difficile à expliquer dans leur propre business. Mais il faut réfléchir à ça, reprendre le pouvoir, c'est-à-dire décrire son produit, décrire son service et raconter une histoire autour du produit. Il ne faut pas raconter d'histoire, il ne faut pas mentir, mais il faut raconter une histoire. Et je trouve que vous, les artisans, comme vous, comme les agriculteurs, vous avez toujours des histoires, des belles histoires à raconter. Il y a une histoire familiale, il y a une histoire de passion, il y a une histoire de proximité, il y a une histoire de produit, il y a une histoire de confection. On fait ça avec ses mains. C'est important de travailler avec ses mains. Il y a tellement de gens qui travaillent avec leur tête et qui disent un peu n'importe quoi, qu'il faut leur raconter une histoire. Et la plupart du temps, vous les artisans, sauf quand vous êtes dans le logiciel et dans le digital, c'est un peu plus compliqué, vous avez des produits que vous pouvez montrer. Vous pouvez montrer ce que vous faites. J'admire un type qui est boucher, parce qu'il montre ce qu'il fait. J'admire des gens qui sont dans les métiers de bouche. En plus, on peut goûter. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc, mettez-vous dans la peau de toutes les entreprises, grandes notamment, qui ne peuvent pas montrer leurs produits. Vous parliez de, je ne vais pas citer la marque, mais de Saint-Gobain. Il ne peut pas montrer son produit. Il fait tellement de choses. Donc, il fait du corporate. C'est une autre logique. Un banquier. Il y a des banquiers, là? On a des banquiers? Il y a des banques populaires. Un banquier, il ne peut pas montrer le produit qu'il fait. Il achète de l'argent d'un côté, puis il revend de l'autre, en essayant de faire une petite différence. C'est ça son métier. Il n'a jamais mis de l'argent dans sa vitrine. Hein. Il vous vend autre chose. Il vous vend du bien-être près de chez vous, de l'avantage fiscal, de la confiance. La confiance. Donc il a beaucoup réfléchi à tout ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Et il y a des métiers, je pourrais vous en passer beaucoup en revue, qui ne peuvent pas. Alors, 1, anticiper. 2, donner de la valeur à votre entreprise. Et pour donner de la valeur à l'entreprise, il faut lui promettre un gisement de développement, non pas pour les 5 dernières années précédentes, mais pour les 10 prochaines années. Et n'oubliez pas que dans 10 ans, 80% des produits et des services que nous consommerons n'existent pas aujourd'hui. Comme les produits que nous consommons aujourd'hui et les services que nous consommons aujourd'hui, 80% n'existaient pas il y a 10 ans. Donc vous avez réussi à passer les 10 dernières années, il faut préparer les 10 prochaines. Et préparer les 10 prochaines, c'est d'essayer de réfléchir ce qui se passera après. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai dépassé, j'ai court-circuité plein de trucs que je voulais vous raconter parce que j'avais vraiment très envie de vous raconter des histoires, mais je pense que j'en ai déjà suffisamment raconté. Je n'ai pas menti une seule fois. Si, non. J'espère ne pas avoir froissé personne d'autre que nos amis de... Comment? Voilà. Merci à tous. Alors, il y a des questions. On a des questions? Pour les questions, on m'a demandé de vous donner ce micro. S'il y a 2 questions, on a le temps de prendre une ou 2 questions très rapidement. N'hésitez surtout pas, il est encore là. Oui, non, mais j'ai allongé le truc parce que je me dis, plus j'allonge, moins j'ai de questions. Pas de souci. Oui, non, mais peut-être que vous avez fait le tour, ou peut-être que notre ami de chez Dora, ça a une question. Monsieur. Allez-y, pardon. Vous avez un droit de réponse. Oui, tout à fait, mais alors je ne sais pas si vous dormez ici ce soir. Peut-être. C'est indiscret. Vous avez téléphoné à votre femme pour dire que vous rentriez pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous dormez ce soir, je vous invite vraiment à venir visiter l'entreprise de Ras. Vous verrez que ça n'a rien à voir ni avec Point P, ni avec Laurent Merlin. Voilà.
Mais c'est vrai que les clients viennent. Ah bien. Ouais. Sinon, on vous arrange un rendez-vous tous les deux après, hein, si vous voulez discuter. C'est possible aussi. Hein. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a une question ou deux rapidement, parce qu'on a un timing à respecter? Bon, peut-être que vous avez été parfait hein, et complet sur la question. Bon, de toute façon, on va retrouver Jean-Marc Sylvestre dans quelques instants, qui viendra remettre l'un des trophées de cette deuxième édition des trophées de l'artisanat de Côte d'Or. Je peux faire un test. Je voulais faire un test. Mais allez-y, allez-y. Ah non. Ah, la lumière, vous avez la lumière. Je voulais commencer par les questions, je voulais terminer par les questions, pour savoir si vous étiez prêts pour la mutation. Je voudrais savoir, parmi les artisans qui sont là, il y en a combien qui ont une page Facebook professionnelle? Ouais. Ah bravo, hein, franchement. Et une page et un compte Instagram professionnel, hein? Formidable. LinkedIn? Écoutez, franchement, vous devriez vous applaudir vous-même, hein, parce que là, vous êtes prêts. Hein. Ah, c'est vrai. Hein, il y a beaucoup plus de gens qui ont préparé Instagram et Facebook que leur transmission. Bon, en tout cas, Allez. Merci infiniment, Jean-Marc Sylvestre. On vous applaudit, on vous remercie encore une fois et on vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup.